bien que je sois de la majorité. La remarque est faite que très peu de questions touchent à la gouvernance actuelle. Non. Quand il s'agit de questions venant du BMP. Non, même les questions que moi j'ai posées personnellement, ça touche la gouvernance actuelle. Ce n'est pas des questions anciennes, des questions pour l'ancien gouvernement. Non, je vous dis, l'appartenance au bloc de la majorité n'est pas un frein ou ne constitue pas un obstacle pour le contrôle de l'action gouvernementale par les députés. Ça, c'est une évidence. Si quelqu'un vous dit ça, c'est des rumeurs, et donc je vous prie de ne pas prendre ça en considération. Alors, des décisions ont été prises. Votre alliance a approuvé la nécessité de créer de grands ensembles politiques dans le cadre de la réforme du système partisan. Qu'est-ce qui vous a emmené à aller dans ce sens, accompagner le projet du chef de l'État, c'est ça? Parce que Patrice Talon a fait campagne en parlant de la réforme du système partisan. Il faut qu'on aille vers de grands regroupements politiques. Est-ce que c'est ça? Bon, ce n'est pas accompagner seulement le programme du chef de l'État. Moi, je me rappelle encore bien, lors de l'installation du président de l'Assemblée, le système partisan est l'une des réformes que le président s'est engagé. Le président Mbedi, en 2015, s'est engagé à faire et a commencé même pas à travailler sur le système partisan avec l'accompagnement du PNUD. Maintenant, si cette ambition du président de l'Assemblée nationale trouve, disons, un point commun, un avis favorable, un écho favorable au niveau de la gouvernance du chef de l'État, du programme d'action du gouvernement, je pense que c'est ça qui va même faciliter très très rapidement la réforme. Et aujourd'hui, tout le monde, minorité, majorité, opposition comme mouvance, tout le monde est conscient que ça ne va pas au niveau de notre système partisan. Du moment où le diagnostic est fait, est posé, et tout le monde sait que ça ne va pas, je pense qu'ensemble, ce n'est même pas seulement l'œuvre du BMP ou de FDU, c'est nous tous, toutes les forces politiques qui doivent s'unir pour, disons, la relecture de nos tests là sur le système partisan. Ce que nous avons déjà commencé, et un test est déposé à l'Assemblée nationale, sur lequel nous avons déjà tenu un séminaire où les autres couches de la société ont été invitées. Les religieux, les ONG, les autres partis politiques qui ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. Et je pense que ça a été positif. Et beaucoup d'amendements, nous avons reçu beaucoup d'amendements, et je pense qu'à la reprise, lorsque ce dossier sera programmé en commission comme en plénière, nous allons tenir compte de tous les amendements formulés par les uns et les autres pour sortir un test propre, un test consensuel pour notre démocratie. C'est vrai qu'à votre image ou bien à votre suite, on a vu plusieurs partis politiques comme alliance de partis se prononcer sur cette réforme. Nous avons vu le PRD à son université de vacances. Nous avons vu la Renaissance du Bénin également se prononcer dessus. Même les Forces Cori pour un Bénin émergent, devenu aujourd'hui parti politique, également se prononcer. On a vu l'UDBN et bien d'autres partis se prononcer. Mais est-ce que il n'y a pas des craintes, des suspicions, des leurs un peu partout qui finalement n'aboutiront pas aux rêves que nourrissent ces partis politiques? Non, je ne pense pas. Je vous ai dit que toute réforme est difficile à vivre. Vous voyez la multitude de partis politiques que nous avons aujourd'hui. Et comment ces partis fonctionnent. Plus de 250 partis, voilà, et comment ces partis fonctionnent. Moi, j'ai observé que même quelquefois, même pour élire le chef de village, vous êtes amené à vous concerter entre 2, 3, 4, 5 partis politiques avant de désigner un chef de village. Parce que c'est tellement émietté que peut-être si c'est 9 conseillers qu'il faut dans le village, tel parti a 2, tel a 3, tel a 4, mais vous refusez de vous mettre ensemble en amont. Mais vous êtes contraint quand même, à l'aval, après l'élection, de vous retrouver, de parler entre vous avant de mettre en place vos organes dirigeants. C'est la même chose. Vous avez déjà vu un homme politique accéder au pouvoir, au pouvoir suprême, là, président de la République. Mais ce n'est pas bon pour une démocratie. C'est pas bon pour une démocratie. Et c'est avec tout ce diagnostic-là que toutes les forces politiques
doivent normalement s'unir pour l'aboutissement heureux. Et nous, on continue de croire que certainement, il y aura des grincements dedans. Parce que toute réforme n'est pas facile à vivre, n'est pas facile à digérer. Mais c'est un passage, à mon avis, c'est un passage obligatoire pour tous les partis politiques, pour le bon fonctionnement de notre démocratie. Nous allons changer de cap, si vous permettez, Christian. C'est vrai que vous êtes Jérémie Adomorou, vous êtes député de la 7e législature, donc depuis 2015, Maître Adenon Gouedi préside le Parlement. Il a présenté plusieurs rapports d'activité qui ont été validés par vous, ses collègues. Est-ce là une prime à sa bonne gestion des affaires courantes? Ça, je pense que même les députés de la minorité sont unanimes là-dessus, que la manière dont le président Adrien Gouedi gère le Parlement, c'est avec beaucoup de satisfaction. Je vous ai dit... Chacun a son compte, c'est ça, chacun a son compte au Parlement. Les voyages, c'est bien distribué. Les primes également. Non, c'est ça. Les voyages ne sont pas distribués, mais quand moi j'échange un peu avec mes aînés, notamment ceux qui ont fait d'autres législatures avant moi, c'est la première fois quand même qu'à l'international, l'Assemblée nationale du Bénin se fait beaucoup plus voir à travers des conférences internationales, les conférences pour lesquelles nous étions pour la plupart absents hier. Moi, je suis par exemple le coordonnateur du réseau de libération du développement, mais en 2016, lorsque l'Assemblée nationale a été saisie pour mettre en place ce réseau, et on était parti au Zimbabwe pour la mise en place du réseau. Mais j'ai constaté qu'il y a des pays, même de la sous-région, le Togo, la Côte d'Ivoire, qui ont installé leur réseau depuis. Et que le Bénin, dans la zone, était à la traîne. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une question de distribution, mais c'est une question de visibilité. C'est rendre beaucoup plus visible l'Assemblée nationale du Bénin. Et je pense que c'est une chose normale et nous contribuons de notre manière à ces conférences-là, à notre participation à ces conférences-là, nous contribuons beaucoup. Est-ce pour ça que l'ouverture de la prochaine session sera, disons, un événement, disons, inédit, puisqu'on apprend qu'il y aura plusieurs présidents d'Assemblée nationale qui seront représentés à l'ouverture? Bon, c'est possible. Je ne suis pas du bureau de l'Assemblée nationale et je ne suis pas président de l'Assemblée nationale, donc je ne sais pas les invitations qui sont en cours, mais c'est tout à fait normal que les gens viennent nous soutenir et voir comment les choses se passent chez nous et nous allons les accueillir. On pourra vous rétorquer que tout n'est pas rose au Parlement puisqu'il y a eu plusieurs lois qui ont été déclarées contraires à la Constitution. Est-ce que ça ne fragilise pas un peu l'institution parlementaire? Et plusieurs lois, je ne crois pas. Bon, enfin, une série de lois alors? Non. Des lois. Non. Il peut y avoir des demandes de mise en conformité. Cela ne veut pas dire que la loi a été rejetée. Et lorsque c'est une demande de mise en conformité, c'est peut-être un article ou deux articles, quelques points qui crochent avec la Constitution et certainement la Cour va demander à l'Assemblée nationale de revoir la copie et de faire la mise en conformité. Et ça, on ne peut pas... Bon, c'est courant. C'est le bon fonctionnement même de notre démocratie. Qu'un autre regard voit et constate qu'il y a des choses à corriger, c'est normal. Mais dire qu'une série de lois... Non, certains collègues ont dit ça dans le temps et je pense que le président de l'Assemblée l'a quand même corrigé et ratifié. Lorsque vous prenez la liste, la série de lois votées depuis 2015, que moi je suis là, très peu, une ou deux, je crois. Sinon, de votre position, est-ce que les relations entre l'exécutif, le législatif et la Cour constitutionnelle sont au beau fixe à ce jour? Nous été cette histoire de Koslepi qui, disons, a fait objet de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux. Et de décisions également de la Cour constitutionnelle. Oui, bon, des décisions de la Cour constitutionnelle. Je ne vois pas, il n'y a pas de problème entre les institutions en République du Bénin. Et ça, bon, c'est peut-être une malcompréhension entre les institutions. Sinon, il n'y avait même pas péri dans la demeure pour ce cas qui s'est présenté. Sinon que vous cramponnez sur votre règlement intérieur, je dirais le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est ce qui
a fait place à cette, disons, réponse négative aux injonctions de la Cour constitutionnelle, puisque la Cour vous a demandé d'installer le COSDEPI à un délai qui a été fixé, mais jusque-là rien, jusqu'à ce que la Cour sorte dernièrement une nouvelle décision en parlant, vous condamnant, puisque saisi par des citoyens béninois, on vous condamne pour violation de la décision de la Cour. Oui, bon, j'ai parcouru la décision. Et bon, nous tenons à notre règlement intérieur, c'est pas nous qui tenons à notre règlement intérieur. Le règlement intérieur fait quoi avec la Constitution? Et donc, pour tout légaliste, c'est normal que nous respections notre règlement intérieur. Ce qui s'est passé, beaucoup de collègues l'ont expliqué. Peut-être, je ne sais pas si c'est sur vos antennes ici, sur votre chaîne ou sur d'autres. Mais c'est les délais que la Cour a fixés qui étaient difficiles pour nous de respecter. Ce n'est pas une mauvaise foi d'installer le COSDEPI. Mais les délais n'étaient pas, on était en session budgétaire et les délais donnés par la Cour, il était pratiquement impossible pour nous de respecter ces délais. Mais nous entendons des choses ça et là, des gens vont jusqu'à intoxiquer pour dire, bon, le non-respect de ce délai-là va porter préjudice aux élections de 2019 parce que les élections n'auront pas lieu à bonne date. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais non, justement. Vous voyez, je vous ai expliqué les conditions socio-économiques difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Mais le COS qu'on devrait installer, qu'on n'a pas pu faire, et la Cour a sorti sa décision pour nous demander de l'installer à une date donnée. Même si ce COS était installé à la date de la Cour, ce COS, son travail va prendre fin en juin, en respect de la décision de la Cour même. Et un autre COS doit être installé le 1er juillet pour travailler jusqu'au 31 janvier, pour sortir la liste qu'on va amener aux élections législatives. Donc la non-installation n'a pas, pour moi, à mon avis, bon, la non-installation, le non-respect, la non-installation dans ce délai-là de la Cour n'a aucun impact sur l'organisation des élections de 2019. Justement, il y en a qui pensent que le fait pour vous de ne pas respecter les décisions de la Cour constitutionnelle, étant entendu que la Constitution a été claire, les décisions de la Cour sont sans recours, que vous êtes des députés qui violent allègrement, consciemment, les décisions de la Cour constitutionnelle. Non, je vous ai expliqué. Même si la décision de la Cour est sans recours, faudra-t-il bien sûr que la décision soit facile d'application. Lorsque vous n'avez pas de possibilité, vous n'avez pas de moyens de respecter la décision, ça vient de fait, ce n'est pas de façon volontaire qu'on se lève pour ne pas respecter la décision de la Cour quand on sait qu'on est légaliste et que la décision est sans recours et que ça s'applique à tout le monde. Mais lorsque vous vous trouvez dans l'impossibilité de la respecter, c'est de fait que vous ne respectez pas. Et ce n'est pas forcément de gré. Je pense que tous ces problèmes-là vont se régler. On va s'en tenir, si vous permettez, à la décision 18-075 du 15 mars 2018 de la Cour constitutionnelle, qui dit que les députés présents à la séance parlementaire du 21 décembre 2017, à l'exception de Nounou Ouachadé, ont violé l'article 124 alinéa 2 et 3 de la Constitution. De fait, il avait été, le député, votre collègue, a été le seul à requérir la procédure d'urgence pour l'étude de cette proposition, de cette loi-là. Pourquoi est-ce que vous n'optez pas pour l'urgence? Bon, je vais déjà rectifier ce que vous avez dit. Le député n'a jamais opté. C'est ce que la Cour a dit. Non, le collègue Achari n'a jamais opté pour la procédure d'urgence. J'étais bel et bien à l'hémicycle le jour-là. Il a souhaité, mais il y a des procédures. Nous avons un règlement intérieur. Le collègue Achari sait bien, pour demander une procédure d'urgence, il connaît bien la procédure. Il n'a engagé aucune procédure d'urgence pour que le président de l'Assemblée ou les députés refusent cette procédure. Il a seulement évoqué le cas pour dire, bon, que lui pensait que le président lui a rappelé les articles qui mettent en œuvre cette procédure. Bon, s'il avait engagé la procédure et que la procédure avait échoué, on comprendrait. Mais il n'a jamais engagé la procédure pour qu'on dise qu'il a engagé et puis maintenant on n'a pas respecté. Ça là, je ne suis pas d'avis. Il n'a engagé aucune procédure. Et pour que ce respect-là de la décision de la Cour constitutionnelle soit étudié en procédure d'urgence. Si vous permettez une dernière question rapidement avant qu'on passe à l'autre point, ça concerne un peu ces blocs voulus et souhaités par le chef de l'État. On va sans doute assister à une guerre de positionnement, non, honorable Jérémie Adobaron? Les guerres de positionnement, même à l'intérieur des partis politiques, ça a toujours existé. Les guerres de position, ça a toujours existé. Moi, j'ai été aux élections au sein de FDU.
et qui vous a dit que c'est facilement que j'ai été positionné. Et qui vous a dit que la position que j'ai occupée sur la liste... Ça vous fait déjà deux ou trois législatures. C'est facilement que je l'ai obtenu. Au sein de tous les partis politiques. Ce n'est pas la création des grands ensembles qui va amener les problèmes de positionnement. Les points de positionnement existaient déjà. Nous vivons ça au quotidien dans les partis politiques. Et donc, le regroupement... Mais ça se posera donc avec acuité, si vous le voulez. C'est normal, on ne peut pas refuser à des gens de nourrir des ambitions politiques, hein. C'est normal. Mais il reviendra en fonction de ce que nos tests vont dire, il reviendra à nos différentes bases de juger de la capacité de chacun de nous et d'opter pour tel ou tel, et ce serait réglé. Alors, le BNP soutient les actions de Patrice Talon. Le mandat de la 7e législature court jusqu'en 2019. Herman parlait tantôt de guerre de positionnement. Est-ce qu'il y a une garantie que le BNP survive au tsunami? À mon avis, il n'y a jamais de garantie en politique pour qu'on dise que... Alors, il peut y avoir alors des défections dans ce BNP-là, à force de 60 députés. En politique, tout est possible. Oui. En politique, tout est possible. Mais le souhait est que ce regroupement-là, déjà qui est né, où on a commencé par s'habituer les uns aux autres, on a commencé par travailler ensemble depuis un certain temps. Le souhait est que le bloc reste bloc jusqu'aux élections. C'est le souhait, ça. Mais vous dire ici qu'il y a une garantie qu'il n'y ait pas de problème dans le bloc, je ne peux pas assurer ça. Alors, on va parler maintenant de la gouvernance sous Talon, la lutte contre l'impunité et puis la corruption. Patrice Talon s'est engagé dans la lutte contre la corruption et l'impunité depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La justice a désormais fort à faire avec cet tas de dossiers de la République sur sa table. On parle de mauvaise gestion, de fonds dilapidés, de malversation, de corruption, de faux et usage de faux. Les auteurs comparaissent depuis un moment devant les tribunaux et le président, son gouvernement et la justice font-ils bien? À mon avis, ils font bien et ils font très bien. Et nous Est-ce devons... que c'est un soutien de Patrice Talon qui parle? Non, et nous devons les encourager pour tout citoyen qui souhaite que les choses s'améliorent au quotidien, tout citoyen qui souhaite que la vie soit davantage plus aisée à vivre en République du Bénin, dans notre pays, doit normalement encourager ça. Vous trouvez normal que des gens gèrent mal et qu'on croise les bras? Le grand problème du Bénin aujourd'hui qui fait encore notre sous-développement, c'est l'impunité. C'est l'impunité. Et donc, à mon avis, le président fait bien et on doit l'encourager. Parce que la lutte contre l'impunité, ça rend impopulaire. Tout le monde le sait. Ça rend impopulaire. Parce que quelqu'un qui est au pouvoir cherche du soutien à gauche et à droite. Mais si dans ça, vous décidez de faire la lutte contre la corruption, la lutte contre l'impunité, il y a des raisons que vous soyez impopulaire. Donc, nous devons louer le courage du chef de l'État et l'encourager. Aller et prier la justice de faire aussi son travail. Vous avez dit que les dossiers sont nombreux à la justice. La justice doit accompagner le gouvernement pour que les dossiers aboutissent vite et qu'on sache qui a fait quoi, et ainsi de suite. Moi, je pense que c'est à encourager. Dans cette lutte contre la corruption, il y a une question qui se pose actuellement. C'est vrai que ça fait l'objet déjà d'un mini-atelier. Faut-il poursuivre les gens et récupérer les biens détournés ou les faire emprisonner une fois qu'ils sont déclarés coupables, à votre avis? C'est les deux, à mon avis. C'est les deux, à mon avis. C'est-à-dire, il faut récupérer les fonds, c'est ça qui est important pour nous. Mais il ne faut pas oublier le côté pénal. S'il suffit seulement de récupérer les fonds et de laisser la personne à elle sans aucune punition, je ne pense pas qu'on aurait réglé totalement le problème. Et il y a des lois de la République. Je pense que force doit rester à la loi. Il ne faut pas seulement se contenter de récupérer les fonds et dire non, c'est bon. Il faut aller jusqu'au bout. S'il y a des sanctions auxquelles la personne doit être... s'il y a des sanctions qu'on doit appliquer à la personne, je pense que c'est nécessaire de le faire. Sinon, c'est comme si on n'aura rien fait. Quelle est votre perception de la lutte en cours? Il y en a qui pensent que cette lutte-là est sélective parce que ça ne touche que certains camps, alors qu'il y aurait d'autres qui semble-t-il, ne sont nullement inquiétés.
Bon, c'est discutable. Quand on dit que c'est sélectif, moi je ne crois pas. Vous allez dire qu'à la date d'aujourd'hui, il y a des gens qui sont proches de l'État et qui ne sont pas dans ces dossiers de lutte contre la corruption ou de lutte contre l'impunité. Je crois qu'il en a. Je crois qu'il en a. Et donc, dire que c'est sélectif, moi je ne crois pas. Et cette lutte-là, bon, une fois que les dossiers sont envoyés à la justice, je pense que ce n'est pas le gouvernement qui s'occupe de la suite. Donc il faut que la justice fasse son travail. Est-ce que vous notez une sincérité dans ce qui se fait aujourd'hui? Une sincérité dans ce qui se fait aujourd'hui? Au niveau de la justice? Au niveau de cette lutte-là? Moi je crois, hein. Moi je ne vois pas le problème, hein. Bon, peut-être que nous n'avons pas la même perception, mais je crois qu'il y a une sincérité. S'il y a des audits qui sont faits dans des ministères donnés et que il y a des malversations à des niveaux donnés et que le gouvernement demande des comptes en envoyant ces dossiers-là à la justice, il n'y a rien d'anormal à mon avis que les gens rendent compte. Le jour où tu accèdes à un poste politique, une responsabilité où tu as à gérer le pouvoir et une partie du denier public, tu dois t'attendre à répondre à tout moment, hein, à mon avis. En bien comme en mal, tu dois t'attendre à répondre à tout moment. Et il faut s'y apprêter pour que ça ne soit pas une surprise. Alors, au Parlement, nous avons d'anciens ministres, nous avons d'anciens députés, certains de vos collègues qui attendent de voir ou non leur immunité levée à la demande de la justice pour répondre de certains faits qui leur sont reprochés. Allez-vous les livrer? Je veux parler des députés Valentin Dianotin, Atao Mohamed Henro, qui est porté disparu, qu'on ne retrouve d'ailleurs pas, et puis Idrissou Bako, tous de la minorité parlementaire. Bon, les livrer, le mot est trop fort. Hein, le mot est trop fort. Pour répondre favorablement à la demande. Les livrer, le mot est trop fort. Bon, c'est vrai que moi j'ai lu sur les réseaux sociaux et dans la presse écrite que la justice a demandé la levée de l'immunité d'un certain nombre de personnalités. Bon, on attend peut-être la rentrée parlementaire d'avril pour être formellement informé par le président de l'Assemblée nationale. Mais ceci dit, comme je viens de vous l'expliquer tout à l'heure, pour moi, quelqu'un qui accède à un niveau de responsabilité doit s'attendre à répondre à tout moment. Hein. Et donc, l'éthique et la morale auraient voulu que les gens se rendent eux-mêmes. C'est vrai que nous n'avons pas encore totalement cette culture chez nous. Sinon, porter un nom de quelqu'un qui a fait des malversations et refuser ou d'une manière ou d'une autre ne pas répondre, je pense que ce n'est pas normal, ce n'est pas une chose normale. On ne doit pas fuir la justice si c'est pour clarifier un certain nombre de choses. Moi j'ai vécu le seul peut-être de la 7e législature jusqu'à présent où la demande de levée d'immunité d'une personnalité a été demandée. Ça a échoué, mais jusqu'à aujourd'hui... Le député Barthélémy Kassa? Oui, je lis jusqu'à aujourd'hui ce que les gens écrivent sur le collègue, dans les forats, et dans la presse écrite. On parle de l'affaire PPA 2. Voilà. Bon, quand on dit qu'une personnalité a volé l'argent de l'eau, et ça se chante à tout moment, vous pensez que c'est bon pour la personne? Il y a pourtant un non-lieu de la justice. Oui, et bien après. Mais ça aurait été souhaitable que l'autorité, même la personnalité, même se présente et réponde de ces actes et qu'il soit blanchi. Ouais. Et qu'il soit blanchi, c'est ce qui est souhaitable. Parce que on ne doit pas se cacher pour dire, bon, moi j'ai fait, je ne vais jamais répondre. Peut-être c'est en faisant ça, en répondant, si la personne est blanchie, bien sûr, que tout le monde va constater que c'est un acharnement, ou bien comment vous dites ça? Que c'est un acharnement. Ouais. Mais si la personne est impliquée, elle va répondre de ses actes. C'est ça. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille parler de livrer. C'est vrai qu'en la matière, on ne peut jamais présager de vote de l'Assemblée. Attendons de voir ce qui va se passer. Chacun de nous aura son point de vue sur la question. Mais pour vous, c'est clair, l'Assemblée nationale ne doit pas être un refuge pour celui qui gère les deniers publics. À mon avis, si quelqu'un se retrouve dans ce cas, si j'ai un conseil à lui donner, c'est déjà lui-même se donner à la justice pour répondre de ses actes. Est-ce que c'est pas trop facile, ça? Non.
En quoi c'est facile? La mise sous mandat de dépôt, par exemple, pour des raisons d'enquête, tout ce qui va avec. On en a vu, qui sont mis sous mandat de dépôt, qui ont passé 3 années de leur vie en prison sans être jugés, mais qui sont relaxés après. Est-ce que c'est pas ce que fuient certaines personnalités qui ont eu affaire aux deniers publics? De deux choses l'une. Oui. Fuir ça, encore que ce n'est pas toujours évident. Bon, ceux qui ont vécu ça, on peut peut-être les compter, les doigts. Mais fuir ça, par rapport à rester sans répondre et recevoir tous les coups, tous les jours, à travers les journaux, à travers les forats, vous voyez, non, on ne doit pas craindre de répondre de ces actes quand on est un gouvernant, quand on est une autorité publique. Disons, moi, à mon avis, l'éthique et la moralité doivent être de règles en la matière. Et donc, si votre nom est cité dans un dossier, vous devez... L'honneur ne s'achète pas dans un marché. D'accord. L'honneur ne s'achète pas dans un marché. Avez-vous des nouvelles de votre collègue Atao Mohamed Henouho? Non et non. Vous savez que... Par quel miracle je peux... On sait qu'il est éclaboussé par une affaire de commerce de faux médicaments et autres, mais qu'il est porté disparu. À l'Assemblée nationale, en principe, vous devez avoir de vos nouvelles les uns les autres. Non, j'ai constaté comme tout le monde qu'il ne vient plus en plénière, mais je ne saurais vous dire plus. D'accord. Alors, avant de passer à un autre sujet au Parlement, un de vos collègues fait la une ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Son image fait le tour des réseaux sociaux par un acte, disons, intime. Êtes-vous choqué quand vous voyez ça? Je parlais du député Parfait. Bon, je pense que ce que nous lisons sur les réseaux sociaux, bon, moi je ne fais pas foi d'abord à tout, et notamment pour ce qui concerne le collègue. Et je me suis rapproché de lui personnellement, et tel qu'il m'a expliqué les choses, c'est des gaïmans, c'est ça que vous dites, non, qui sont en train de le rançonner. Vous savez, les personnalités sont trop exposées. Nous qui occupions des postes politiques, nous sommes trop exposés, et donc, c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde, majorité comme minorité, ça peut arriver. D'abord, moi, je ne crois pas à la chose, et le collègue a même écrit sur les forats que j'ai lus, pour expliquer un certain nombre de choses et dire que c'est des gens qui le rançonnent. Et je pense... Ceux qui le disent quand même que c'est lui, que c'est son image. Bon, moi je ne peux pas... Vous avez vu la vidéo? Moi je n'ai pas vu, mais j'ai entendu parler. Les gens ont parlé de ça, et entendu, et je lui ai demandé, et quand j'ai entendu ça, je lui ai demandé, le collègue m'a expliqué certaines choses, et j'ai lu aussi sa réponse sur le forum. Et je pense qu'il a notre soutien parce que ce n'est pas bien tout ce que nous avons lu, entendu sur les forats. Et la justice aussi doit être normalement à l'œuvre pour, disons, rechercher ces individus hors la loi qui sont sur les réseaux sociaux pour dénigrer tel ou tel. Vous voyez, ce n'est pas bien. Voilà. Vous avez parlé de ce phénomène-là, l'arnaque avec le phénomène Gaïman, les crimes rituels qui font surface, qui sont d'ailleurs légion actuellement. On pense que c'est une hypocrisie collective. Que les députés n'ont pas pu interpeller le gouvernement par rapport à ces crimes rituels-là. Bon, au fait, ça s'est accentué, le phénomène s'est accentué ces derniers jours, ces dernières semaines. Et bon, nous ne sommes pas en session. Peut-être les partis politiques peuvent se prononcer, nous ne sommes pas en session, pour que les députés interpellent le gouvernement sur la question. Mais je pense que le procureur a fait passer un communiqué que j'ai lu, que j'ai aperçu, qui met en garde quand même, et je pense que c'est déjà un pas. Et nous allons aussi souhaiter que la police républicaine soit dotée de moyens modernes, efficaces pour traquer ces hors-la-loi, pour que vraiment la paix règne dans nos villages et dans nos villes. Parce que vous savez, la personne humaine est sacrée. La personne humaine est sacrée et on ne doit pas porter atteinte à la vie humaine aussi facilement parce qu'on est à la quête de l'argent ou de quoi, je ne sais.
Alors nous allons, avant de passer à un autre sujet, finalement ce fait que nous dénonçons par rapport à votre collègue, et puis on se rappelle cet épisode sombre au lendemain du vote ou du rejet de la révision de la Constitution. On vous a traité de député vendu, corrompu, il y en a qui parlent de champion dans la transhumance et autres. Est-ce que ça n'attache pas aujourd'hui l'image de notre Parlement, l'image de cette 7e législature à laquelle vous appartenez? Non, il faut dire d'abord que de façon générale, l'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux, n'est pas la bonne. L'utilisation que nous faisons des réseaux sociaux n'est pas la bonne. Ça devait être quoi en principe? Non, les réseaux sociaux dans les pays développés, ça contribue fortement au développement de ces pays. Et ça contribue aussi à l'information et à la communication. Vous voyez? Mais aujourd'hui, c'est utilisé à tort et à travers. On peut l'utiliser pour injurier une personnalité. On peut l'utiliser pour mentir sur le compte d'une personnalité. Mais le problème a commencé déjà par trouver solution du moment où le code du numérique a été, oui, le code numérique a été voté. Nous pensons que les jours à venir, il y aura un assainissement sérieux au niveau des réseaux sociaux. Vous y croyez? Moi, j'y crois. Et j'ai un problème, particulièrement à ce niveau, c'est de souhaiter que le gouvernement fasse en sorte que les opérateurs GSM ne continuent plus d'attribuer des numéros sous anonymat. Ça, c'est très important. Il faut qu'un numéro soit toujours collé à un nom, avec des coordonnées bien définies. Et vous notez avec moi que, disons, l'opération qui est en cours maintenant et qui est aussi une réforme au niveau du gouvernement du président Talon, le RAVIP, va contribuer aussi fortement à ça. Parce que lorsque les gens sont sous anonymat, ils appellent, ils sont prêts à injurier une autorité sans qu'on ne retrouve facilement l'identité de la personne qui se cache derrière ce numéro. Vous voyez que ce n'est pas bon. C'est vrai qu'entre-temps, il avait été demandé, un délai même a été donné, mais je pense que tous les opérateurs GSM n'ont pas respecté ça et certains continuent d'utiliser des numéros sous anonymat. Et je pense que c'est une chose à corriger. Ça va contribuer fortement à la lutte contre la criminalité aussi. D'accord. On va parler maintenant du programme d'action du gouvernement et de sa mise en œuvre. Ça sera la dernière ligne droite de notre échange de ce dimanche. Vous êtes coordonnateur du réseau des parlementaires béninois pour l'évaluation du développement et membre du comité exécutif africain de l'APNUD sur le plan développement de l'Afrique et le Bénin surtout. Dites-nous, sont-ils sur la bonne voie, l'Afrique, le continent, et le Bénin surtout pour ce qui nous concerne? Je pense que c'est nécessaire pour nos pays, l'évaluation du développement, l'évaluation des politiques publiques, et ça participe fortement, pour ce qui concerne les parlementaires, ça participe fortement, disons, au contrôle de l'action gouvernementale. Le contrôle de l'action gouvernementale ne doit pas se limiter simplement à des questions orales, des questions écrites, des interpellations, la mise en place des commissions d'enquête. Nous devons aller beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, est-ce que vous savez par exemple que des crédits ont été votés depuis des années, mais les députés ne se sont jamais préoccupés de l'utilisation qui a été faite de ces crédits? Il faut que nous puissions évaluer tout ce que nous autorisons, les accords de crédit, les politiques publiques, même du gouvernement, de voir leur pertinence, leur efficacité à travers quand même les populations qui sont bénéficiaires. Et c'est ce rôle-là que nous jouons au niveau africain. Comme je vous l'ai dit, le Bénin a été même en retard dans la mise en place de ce réseau. Mais nous avons rattrapé le train. Et depuis 2016, notre réseau existe et est très actif. Bien sûr, nous avons même l'année dernière organisé un séminaire de renforcement des capacités pour les députés. Nous sommes 25 membres actuellement, mais beaucoup souhaitent adhérer à ce réseau. Et au niveau africain aussi, nous contribuons, nous faisons le plaidoyer au niveau des assemblées nationales qui n'ont pas encore, disons, pris la décision de créer leur réseau. Les parlements qui sont encore à la traîne, nous faisons le plaidoyer
et aussi au niveau des partenaires techniques et financiers. Et actuellement, nous avons le soutien de la BAD, le soutien de PNUD, de l'Union européenne. Donc, et nous pensons que c'est de cette manière que nos actions peuvent être plus efficaces, surtout nous parlementaires. Et c'est pourquoi nous avons adhéré à ça. Et nous profitons pour remercier le président de l'Assemblée qui avait juste, en acceptant la main tendue du réseau africain pour la mise en place du réseau des parlementaires béninois pour l'évaluation et le développement dans le Sud-Côte. La programmation du gouvernement est en cours d'exécution, disons lancée depuis décembre 2016. Les grands travaux, les grands chantiers ouverts, en tout cas, Patrice Talon a dévoilé un peu son plan pour que le Bénin se relève. Et votre aire géographique aujourd'hui, je veux parler de cette région qui bénéficie d'un certain nombre d'infrastructures, puisqu'il y a de cela quelques jours, eh bien, la route Tofola à Gmaïzoum sera bitumée, les travaux sont lancés. Vous étiez d'ailleurs sur le terrain. Quel accueil les populations, vos concitoyens, vos mandants ont réservé à cet événement? Cela a été une fête, une grande fête, une grande joie au sein des populations qui, depuis des décennies, rêvaient de la réalisation de ce projet. Et je peux vous confirmer ici que le premier ministre des Travaux publics ou des infrastructures qui a visité ce tronçon et jusqu'à aller au pont du fleuve Koufo, c'est le feu Lazare Patoupa. Vous imaginez jusqu'à quand, jusqu'à quelle période les différents gouvernants avaient le souci déjà de la réalisation de ce projet, et on a attendu, d'année en année, on a espéré. Certains même ont perdu l'espoir que ce projet ne sera plus une réalité. Et le 20 passé, nous étions tous à Gmaïzoum et le chef de l'État a tenu à sa promesse de campagne. Nous étions tous à Gmaïzoum pour le lancement de ce projet qui relie trois grands départements à travers 5 communes. La commune de Tofor, la commune de Lalo, la commune d'Agmaïzoum, la commune d'Abomey, la commune de Didia. Avec la réalisation de 85 km de route bitumée et un pont à réaliser sur le fleuve Koufo, entre Tofor et Lalo, et d'autres bretelles, y compris la route Koulikamé à Agmaïzoum, avec un pont aussi qui fait beaucoup de problèmes à chaque crue du fleuve Koufo. Des personnes meurent, beaucoup de personnes meurent à la traversée de ce fleuve, à la remontée des eaux. Et donc la joie a été immense au sein de toute la population de ces 3 départements pour le lancement de cette route, et dont la durée d'exécution est prévue pour 3 ans, 36 mois. Et nous avons comme devoir, nous autres en tant qu'élus, de remercier le chef de l'État pour la promesse tenue, et aussi de parler avec les populations pour qu'elles puissent respecter les consignes de réalisation, les déviations à gauche et à droite, qu'elles accueillent vraiment les étrangers, ceux qui viendront habiter dans nos villages pour l'exécution de ces travaux, que l'accueil leur soit favorable afin qu'ils estiment qu'ils sont chez eux pour travailler pour le bien-être de nos communautés. C'est une zone, disons, agro-pédologique très, très favorable. Vous voyez, les terres sont très fertiles dans la zone de terre noire, et cela va participer... Quels sont les produits qui sont produits Il y a le maïs, il y a le riz, il y a les produits de contre-saison, la tomate, les légumineuses en général. Beaucoup de produits. Il y a aussi les étangs piscicoles où les gens produisent différents types de poissons. Vous voyez? Et lorsque nous prenons, pour ce qui concerne le département de Koufo, notamment la commune de Lalo, ce projet va participer beaucoup au désenclavement de la zone que nous appelons la zone de terre noire, où si jamais, si la pluie vous surprend un jour à moto ou même à vélo, simple, vous êtes oublié d'abandonner cela? D'abandonner et de rester. C'est quelle zone ça? C'est la zone qui couvre 5 arrondissements dans Lalo. Oui, du côté de Lalo. Il y a les arrondissements de Tito, de Toou, de Khomadegbe, de Khodjanakor, de Tito. Toutes ces zones-là que vous voyez, c'est des zones de terre noire
difficile d'accès en période de pluie. Est-ce que c'est dans cette zone qu'il y a également l'endroit qu'on appelle Tiahoman Degbe? Bien sûr, c'est un arrondissement, même Tiahoman Degbe, où vous avez des forages artésiens et où l'eau jaillit à tout moment, que les agriculteurs utilisent pour produire le riz à contre-saison et même en pleine saison. Et vous voyez, l'aménagement de cette voie va faire encore développer davantage ces activités agricoles et va permettre aux populations qui pratiquent ces cultures de trouver facilement des débouchés parce qu'ils pourront vite accéder à Rwebo et pourquoi à Dantopa, vous voyez, et à Ronduro, à Abomey facilement à cause de l'aménagement, du fait de l'aménagement de cette voie. Et je pense que c'est avec beaucoup de fierté que nous avons accueilli les autorités ministérielles pour le lancement de cette voie et nous profitons encore une fois de votre plateau pour dire merci au chef de l'État, le président Talon. Alors, une chose est d'accueillir, disons, ces travaux qui vont désenclaver ces zones-là, et l'autre chose est de voir les travaux aller jusqu'à leur terme. Est-ce que vous avez des craintes? Bon, aucune crainte. C'est vrai que nous ne connaissons pas trop, à titre d'expérience, l'entreprise qui est recrutée, mais nous savons que c'est sur la base de compétences avérées que le ministère des Infrastructures, suite à des appels d'offres, le ministère des Infrastructures l'a recruté comme entreprise pour exécuter les travaux. Et nous, de notre côté, en tant qu'élus, nous allons suivre les travaux avec eux et à moins de discuter, ce que nous ne souhaitons pas, mais lorsqu'il y aura éventuellement des discuter, nous nous porterons vers les autorités compétentes pour nous aider à les régler. Alors, le PAG, c'est beaucoup de travaux, beaucoup d'infrastructures, le tourisme qui sera développé, l'aéroport de Golojigbe qui sera construit. On parle de la voie du contournement nord de Cotonou, à Parakou, un peu partout. En tout cas, tout le Bénin est en chantier. Le chef de l'État tient véritablement à moderniser notre pays et à l'ouvrir sur le monde. Mais la même montant, les Béninois le regardent faire. Lui qui pense à viser en 2021, pourra-t-il le faire lorsque le Béninois crie qu'il a faim? Aviser en 2021, ça veut dire? Patrice Talon a dit qu'en 2021, qu'il avisera. Bon, attendons 2021, puisque nous ne sommes pas encore maintenant en 2021. Ce qui est clair, je crois que le développement des infrastructures est une préoccupation pour le chef de l'État et nous l'accompagnons dans cette noble mission. C'est très ambitieux. Vous voyez ces projets d'envergure nationales qui sont mises en œuvre à gauche et à droite. C'est la preuve que beaucoup de choses se font déjà et dans les jours, les mois, les semaines à venir, nous allons encore observer beaucoup d'autres chantiers démarrer et donc c'est à encourager. Bon, pour ceux qui parlent de 2021, je pense que nous sommes en 2018. Attendons 2021. Puisqu'il y aura 2019. Il y aura 2019, 2020. Attendons 2021. Le chemin est encore long, pour ma part. Le 2 avril prochain, il fera 2 ans. Il lui restera 3 ans de gestion du pouvoir d'État. Voilà. Donc, on attend toujours. Le chemin est encore long pour atteindre 2021. Je pense qu'il faut qu'on s'en tienne au quotidien à ce qu'on vit au jour le jour et qu'on l'encourage à continuer dans la modernisation des infrastructures telles que ça a commencé. Oui. Comment trouvez-vous la diplomatie sous Talon aujourd'hui? Ces voyages d'État, sa rencontre avec certains chefs d'État, des chefs d'État qui toujours ne foulent pas le sol béninois et qui inquiètent les Béninois, qui quand même ont une hospitalité pour les étrangers. Est-ce que vous pensez que à partir ou après le 6 avril 2018, les choses vont s'ouvrir normalement? Bon, si on dit qu'après le 6 avril 2018, les choses vont s'ouvrir normalement, c'est que les choses ne se passent pas normalement maintenant. Moi, on n'a pas besoin de faire forcément comme les autres. Le président Talon a peut-être sa manière de gouverner, sa manière de penser à la diplomatie. Et donc, laissons-le mettre en œuvre sa politique à l'international et à la fin nous allons juger. Je pense que c'est mieux comme ça que de vouloir le comparer et dire bon, il y a moins de chefs d'État qui viennent et qu'il sort très peu. Je pense que c'est des jugements superficiels. Laissons-le aller au bout de la mise en œuvre de sa politique à l'international
et nous aurons des éléments pour apprécier. Alors, au regard de sa gestion, s'il vous était demandé de lui donner des conseils, de donner des conseils au chef de l'État, que direz-vous à Patrice Talon et à côté, que direz-vous à son peuple, au peuple béninois, à vos concitoyens? Je vais d'abord commencer par le peuple. Au peuple, je vais demander la patience. Parce que la situation socio-économique n'est pas très favorable. Et donc, on ne peut pas avoir et tout de suite tout ce que nous souhaitons. Beaucoup de choses peuvent évoluer dans le temps. Nous pouvons obtenir beaucoup de choses dans le temps. Et donc, c'est dans la patience et dans la confiance que nous pouvons obtenir toutes ces choses-là que nous souhaitons pour notre bien-être. Donc, à la population, je demande encore beaucoup de patience et accompagnons le chef de l'État pour son mandat. Et tout ce qu'il nous a promis, je pense qu'il ne va pas décevoir le peuple béninois. Au président Talon, c'est vrai, comme j'ai dit, il n'y a pas de gestion zéro faute. De la même manière, il n'y a pas de gouvernance zéro faute. C'est déjà bien qu'à travers tout ce que nous avons dit maintenant, qu'il y ait des structures qui puissent évaluer tout ce qui se fait. Et les endroits où il y a de petites fautes, de petits crochets, parce qu'il n'y a jamais rien qui est fait parfait à 100%, il n'y a que Dieu qui est parfait, que ces endroits-là, qu'on puisse les améliorer, les corriger, pour le temps qui reste, pour le bien-être de nos populations. Voilà ce que je peux dire. Alors, vous ambitionnez revenir en 2019 à l'Assemblée nationale? Je souhaite être candidat, mais il reviendra maintenant à ma base, parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et il restera à ma base de juger si je suis utile encore à quelque chose, de m'envoyer. Toujours sous la bannière FDU? Sous la bannière FDU, je ne peux pas le dire, du fait que déjà, comme nous l'avons développé, il y a un regroupement des grands partis, des partis pour créer des grands ensembles. Donc, je ne peux pas dire que FDU va exister en tant qu'entité FDU, mais je participerai en tant que FDU qui va fonder peut-être un nouveau parti avec d'autres partis de la place. Et donc, c'est peut-être sous cette bannière-là. Je ne peux pas donner un nom aujourd'hui, mais c'est peut-être sous cette bannière-là que je participerai aux joutes électorales prochaines. Les relations entre l'honorable Adomahou Jérémie et ses mandants sont-elles au beau fixe? Je crois, oui. Parce qu'on voit certains de vos collègues qui font ce qu'on appelle reddition de comptes, qui vont rencontrer leur base régulièrement, c'est médiatisé et tout, mais on vous voit très peu sur ce terrain-là. Bon, ce n'est pas tout ce qu'on fait qui doit être médiatisé. C'est vrai que moi, j'organise une sortie médiatisée pour la reddition de comptes, et c'est pour fin avril, et je vais le faire. Mais déjà, je fais beaucoup d'actions sur le terrain, et actuellement, je suis en tournée dans tous les arrondissements de ma circonscription électorale. J'ai commencé par Lalo, mais ça va finir par Ottawa-Clin et Debout aussi, pour expliquer déjà les réformes en cours, notamment les réformes politiques, le système partisan et autres, afin que les populations ne soient pas prises au dépourvu. La base ne soit pas étonnée demain d'apprendre que nous avons fusionné avec tel ou tel parti politique et autres. Nous le faisons déjà. Mais nous envisageons aussi faire une reddition de comptes fin avril, médiatisée. Peut-être que vous serez informés, vous serez invités. Il porte bien son nom, Jérémie Adomahou. Il défend également bien sa position. Il est membre, et celle donc de l'Alliance FTU, Force démocratique unie, dont il est membre. L'élu de la 7e législature était ce dimanche notre invité Zone Franche. On a pu suivre son regard sur les questions brûlantes de l'actualité actuelle, la fronde sociale, la réforme du système partisan, la gestion de la 7e législature, le dossier COS-LEPI, la lutte contre l'impunité et la corruption engagée par le gouvernement Talon, le phénomène Gaïman, les crimes rituels, la psychose qui s'empare des parents et la réponse efficace qu'apporte la police républicaine sous l'impulsion de Nazer Rounopé sur la mise en œuvre du péage de l'honorable Jérémie Adomahou. Salue le lancement des travaux de route devant relier cette zone qu'il qualifie d'agroécologique très favorable, Tofolalo à Banizou. L'aménagement de cette voie, selon vous, honorable Jérémie Adomahou, est le bienvenu pour les populations de cette zone-là qui accueillent avec beaucoup de fierté ces travaux. Vous invitez les acteurs sociaux à la reprise tout en poussant
poursuivant le dialogue et en saisissant la main tendue du gouvernement. Selon vous, toute réforme induit forcément la douleur et la résistance. Au sujet de la loi qui devait opérer retrait du droit de grève à certains corps de l'administration, les députés restent incompris. Pour vous, c'est l'intérêt supérieur de la population qui prévalait sur tout autre intérêt corporatiste. Vous défendez bien votre position, je l'ai dit déjà à l'entame. L'appartenance, selon vous, au BMP n'est pas un frein au contrôle de l'action gouvernementale. La lutte contre l'impunité et la corruption, selon vous, rend impopulaire également. Force doit rester tout de même à la loi. Le jour où vous accédez, et ça je retiens cette phrase-là de tout ce que vous avez dit, le jour où vous accédez à un poste de responsabilité et que vous avez eu à gérer une partie des deniers publics, vous devez vous apprêter, vous attendre à répondre en bien comme à mal de votre gestion. Votre souhait est que la police républicaine soit dotée de moyens modernes et efficaces pour traquer les cybercriminels. Merci beaucoup à vous, honorable Jérémy Adomarou. Merci à vous, Christian Darédjan. Merci. Merci également aux amis de Zone Franche et on se retrouve très bientôt.